Bonjour chers amis bibliothécaires, comment allez-vous? J'espère franchement que vous allez bien. Aujourd'hui je sais que certains vont être contents car même si j'en parle très peu sur la chaîne, réjouissez-vous, aujourd'hui c'est le jour où nous allons prendre le livre concernant les ovnis. Et nous allons parler d'un cas en particulier. Nous allons donc créer un nouveau chapitre où nous allons parler de l'incident de Marshall County. Mais avant de commencer la vidéo, comme à mon habitude, je vous conseille de vous installer bien confortablement, que ce soit votre lit, votre canapé, un pouf, enfin quelque chose de bien moelleux pour bien profiter du temps. Soit regarder la vidéo ou bien l'écouter si vous faites quelque chose d'autre en même temps, ce qui est fort possible. Donc bien tout simplement à vous installer, à prendre votre petit chocolat chaud ou je sais pas, votre coca, votre verre d'eau, ce que vous voulez, et puis quelques petites choses à grignoter ou rien, là encore, c'est selon ce que vous avez envie. Et juste profiter du moment et en apprendre un petit peu plus sur un incident qui s'est passé en 1979 et qui apparemment a fait beaucoup parler de lui. Si vous êtes prêts et bien installés, eh bien, la gardienne de cette bibliothèque va se faire un plaisir de commencer la vidéo. Alors pour cette vidéo, ce sera un petit mélange entre guillemets par rapport à ce que j'ai trouvé, puisque j'ai trouvé des récits qui racontaient ce qu'il s'est passé, mais j'ai aussi trouvé des extraits racontés par la personne elle-même de ce qu'elle a vécu. Et pour une fois, vu que ça risque d'être une vidéo entre guillemets dans ce qui est une importante vidéo, donc qui risque d'être assez longue, pas trop longue. Maintenant vous savez que quand elles deviennent trop longues, je les ferai en 2 parties. Là ça devrait le faire en une. Mais je ne vais pas vous faire une présentation de l'endroit où ça se trouve. Vous allez déjà avoir pas mal de détails concernant l'incident en lui-même. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Marshall County, ça se trouve dans la région du Red River Valley, dans le Minnesota, aux États-Unis. Ça va, ça vous situe un petit peu quand même où c'est, même si je vous en dis pas plus sur l'endroit exact. Si vous tapez ça sur Google Maps par exemple, vous pourrez bien voir où cela se trouve. Et pour parler de cet incident, nous allons faire un petit flashback en arrière. Désolé si je vous ai ruiné les oreilles avec ce bruit. Et nous allons partir au 27 août 1979. Accrochez vos ceintures, on l'a fait à la Retour vers le futur ou à la Côte Quantum. C'est comme vous voulez. Je préférais la version Côte Quantum personnellement. Mais c'est parti direction les États-Unis en août 1979. À cette époque, on a l'adjoint d'un shérif du Minnesota, qui est un adjoint rural, tout ce qu'il y a de plus banal, va avoir, on peut dire, la rencontre de sa vie. Puisque ce jour-là aura lieu, en tout cas c'est le seul cas reconnu, de collision entre un ovni et un véhicule de police. Et oui, car l'on parle bien d'ovni, je ne parle pas d'extraterrestres, encore une fois. Je sais, je suis très tatillonne concernant ce sujet. Mais il se pourrait bien que notre shérif aurait vu un objet volant non identifié. Et à l'heure actuelle, apparemment, d'après ce que j'ai trouvé, aucun expert, enquêteur ou ingénieur n'a jamais pu prouver que c'était autre chose qu'un ovni. Donc n'a jamais su clairement définir avec quoi il était entré en collision. L'adjoint shérif en question se nomme l'adjoint Johnson. Celui-ci était tout simplement tranquillement en train de faire son métier, c'est-à-dire à ce moment-là, il effectuait une patrouille de routine et il se situait sur la route nationale 5. À l'époque, il conduisait une Ford 1977 LTD, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en voiture. Et il était de service dans le comté rural de Marshall. La ville la plus proche de où il était à environ 10 miles et c'était une nuit plutôt calme. Il était entouré de champs et ceci, pareil, il n'y avait rien de spécial, quoi. C'était des champs tout simplement calmes pendant la nuit.
C'est alors que, vers 1h40 du matin, le shérif Johnson va apercevoir comme une traînée de lumière assez brillante qui va apparaître à travers l'obscurité. Il décide, comme ça, de savoir ce qu'est cette traînée de lumière. Il va alors tourner à gauche sur la State Highway 220. Il raconte lui-même que donc, vers 1h40 du matin, j'ai aperçu une intense lumière en provenance d'un bosquet situé à quelques kilomètres d'où je me trouvais. Croyant qu'il s'agissait d'un avion qui faisait de la contrebande de drogue, j'ai décidé d'aller voir de plus près. D'ailleurs, au passage, il prend cette décision, mais normalement, quand on choisit ou quand on doit faire un mouvement qui n'est pas prévu, théoriquement, dans la police, on doit prévenir ses supérieurs qu'on va à tel endroit parce qu'on a suspicion de telle ou telle chose ou qu'on a reçu un appel vers telle ou telle chose ou entendu, enfin, vous voyez un peu le topo. Mais à ce moment-là, lorsqu'il décide de suivre cette fameuse lumière, il n'en informe pas ses supérieurs. Sachant que, certes, là, il a supposément donc entré en collision avec un ovni, mais si c'était bien comme il pensait de la contrebande de drogue, il se serait retrouvé tout seul face à des contrebandiers peut-être armés. Donc c'était quand même une opération un peu risquée de sa part. Après, il a pensé, outre le fait que ça pouvait être des contrebandiers, que cette lumière pouvait être une lumière comme une sorte de lumière de détresse pour appeler à l'aide. Mais de toute façon, quoi que ça pouvait être, Johnson avait décidé de continuer à suivre cette lumière, et cela n'importe où elle pouvait mener. C'est à ce moment-là que la lumière s'est déplacée, et qu'elle a commencé à venir dans sa direction, vraiment droit sur lui au final. Elle est devenue alors de plus en plus brillante. Alors qu'elle était tout près de lui, son pare-brise s'est brisé. La lumière est alors entrée dans la voiture de patrouille. À ce moment-là, pour Johnson, tout est devenu totalement noir. Il a perdu connaissance. Ce qu'il s'est passé ensuite, pendant ces minutes de perte de conscience, est toujours un mystère, depuis plus de 40 années maintenant, que cet incident a eu lieu. Ce n'est qu'à 2h19 que le shérif Johnson va reprendre connaissance, et il va alors ressentir une douleur qu'il décrit comme terrible au niveau des yeux. Son premier réflexe, bien sûr, est d'essayer de demander de l'aide en prenant la radio qui se trouvait dans sa voiture de patrouille. Aussitôt, c'est un agent du nom d'Everett Doolittle qui sera envoyé sur place. Quand celui-ci arrive et rejoint le shérif Johnson, il découvre que la voiture de celui-ci a à moitié basculé dans le fossé qui longeait la route. Un des phares de gauche était brisé, le pare-brise fêlé, et cela de haut en bas, et il y avait exactement 3 impacts sur la voiture. 2 des 3 antennes qu'il y avait donc pour la radio du véhicule ont été tordues, et le capot a aussi une sorte de bosse circulaire sur celui-ci. Quant au shérif, lui, il se plaint d'une forte douleur, comme je vous le disais, au niveau des yeux, et il semble comme désorienté, choqué. Le shérif Val Johnson va alors être évacué en ambulance vers l'hôpital Warren quelques minutes après. Il va alors aller voir un ophtalmologue, vu qu'il se plaint de ses yeux, qui est un ophtalmologue de Grand Forks. Il va examiner Val Johnson et le lendemain, il va faire un diagnostic de brûlure interne de l'œil due à une exposition à une très forte source de lumière. Quant à Val Johnson, plus tard, il sera interviewé par de différents journalistes. Il dira notamment à un journaliste local, Gillian Rice de l'équipe de Channel 5 Eyewitness News, « J'ai parcouru environ 1 mille et la lumière a semblé m'intercepter. Pour ainsi dire, elle est venue droit sur moi. C'était douloureux. La lumière était extrêmement brillante et douloureuse. Et j'ai fermé les yeux. J'ai entendu le bruit d'un verre brisé et c'est la dernière chose dont je me souvienne. » Il y a bien sûr à ce moment-là eu des sceptiques et Gillian Rice se doutait que cela allait arriver et que certains allaient dire que tout cela n'est qu'un mensonge ou un montage de toutes pièces. Enfin, vous voyez un peu comment cela peut devenir. De toute façon, cela ne change pas, que ce soit en 79 ou à l'heure actuelle, c'est à peu près toujours les mêmes choses que l'on a contre ce genre d'histoire.
Rice va alors énumérer que Johnson est resté inconscient pendant 40 minutes avant de pouvoir demander de l'aide par radio et d'être finalement emmené à l'hôpital. Et le médecin, comme je vous le disais, l'ophtalmologue, a confirmé que Johnson avait subi de légères brûlures, comme des brûlures de soudeur ou comme un flash trop fort qui aurait été projeté dans ses yeux et qui aurait amené la douleur qu'il a ressentie lors de sa reprise de conscience. Cependant, ça n'a pas été la seule preuve physique que Val Johnson avait vécu quelque chose. Gillian rapporte, encore plus étrange, la montre bracelet de Johnson et son horloge électrique de voiture de patrouille s'étaient mystérieusement arrêtés pendant 14 minutes. Elle a aussi ajouté, sur les lieux de l'accident, des marques de dérapage montrent que l'adjoint Johnson a parcouru 800 pieds après l'impact avant d'appuyer sur les freins. Je précise que la zone autour du site, bien sûr, a été fouillée, mais rien n'a été trouvé. Au départ, la police a envisagé que cela pouvait être un petit avion qui aurait à basse altitude eu un problème et qui se serait heurté à la voiture de patrouille. Mais Johnson s'est précisément souvenu justement qu'il n'avait entendu aucun bruit de moteur. La lumière qui lui est arrivée dans les yeux ne faisait aucun bruit. Et puis, comment expliquer que les deux antennes qui sont montées sur ressort sur la voiture de patrouille se soient pliées à des angles de 90 degrés presque parfaits? La collision possible avec un petit avion ayant eu un problème ne colle pas. Au vu de ce qui s'est passé, ils ont éliminé aussi la possibilité que ce soit tout simplement une collision simple entre deux voitures. Là, ils ont éliminé le petit avion et ils ont aussi éliminé le fait que ça aurait pu être une collision avec quelqu'un qui se serait baladé avec un vélo. Mais il aurait fallu qu'il ait un phare sacrément brillant pour pouvoir comme ça causer des lésions aux yeux de Val Johnson. Donc au final, ils se sont demandé, ayant éliminé tout cela, qu'est-ce qui avait bien pu frapper ou entrer en collision avec son véhicule. Et comment cet accident pouvait expliquer ces 14 minutes manquantes sur la montre et également sur l'horloge de la voiture de patrouille. Pourquoi c'était comme si le temps s'était arrêté pendant 14 minutes? Val Johnson va revenir fréquemment dans différents entretiens sur ce qu'il a vécu. Et il va d'ailleurs revenir plusieurs fois en détail sur tout ce dont il se souvenait. Le seul problème, c'est que ce qu'il disait ne semblait pas vraiment en rapport avec ce que l'on peut trouver sur Terre. Un exemple, Val Johnson va déclarer dans une entrevue qu'il a enregistrée avec la police « J'ai remarqué une lumière très brillante, aveuglante, de 8 à 12 pouces de diamètre, à environ 3 à 4 pieds du sol. Les bords étaient bien définis. » Il va également décrire cette fameuse lumière qui l'a frappé comme un oreiller qui pesait 200 livres. Et dans une autre interview concernant toujours l'incident, il va de nouveau décrire la nature mystérieuse de ce qui s'est passé en disant « J'ai vu une boule de lumière. J'ai conduit vers elle et soudain, c'était dans ma voiture avec moi. C'est inexplicable et ça le restera. Je suis vraiment content de ma stabilité mentale. » Je pense que ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il se demande comment il aurait réagi si déjà, mentalement parlant, il y avait quelques petits problèmes. Et quand je parle mentalement parlant, cela ne veut pas dire forcément fou, soyons d'accord. En ce qui concerne l'accident, on a pu retrouver sa première conversation, c'est-à-dire au moment où il a repris connaissance et qu'il a pris sa radio pour essayer de contacter quelqu'un. Voici la petite conversation, c'est un petit extrait bien sûr. Le répartiteur. 407. Dans quel état êtes-vous? Val Johnson. Je ne sais pas, quelque chose vient de heurter ma voiture. Dans quel état êtes-vous? Est-ce que vous allez bien? Johnson répond. Quelque chose a attaqué ma voiture. J'ai entendu le verre se briser et les serrures, les freins se sont bloqués. Je ne sais pas ce qui se passe. Plus tard, c'est le shérif du comté de Marshall, Dennis Brecker, qui va mener l'enquête sur cet incident.
et il croit sur parole ce que lui dit son adjoint. Je le cite. « Je pense que tout ce que Val m'a dit à propos de la lumière et de l'étrange incident était vrai. Je ne doute pas du tout de sa sincérité. » Cela dit, il fallait bien qu'en tant que policier, il y avait accident, et même si on ne savait pas contre quoi Val Johnson s'était retrouvé à rentrer en collision, il fallait bien qu'il y ait une enquête. On a eu de l'aide de la FAA, donc au niveau aérien si vous préférez, qui ont signalé que à ce moment-là, à la période où Johnson aurait eu une collision avec quelque chose, il n'y avait pas d'avion qui volait au-dessus du comté de Marshall. Brekke va alors décider d'emprunter une voie qui serait, comme qui dirait, un peu moins traditionnelle, puisqu'il va aller directement s'adresser à l'UFO Studies, donc qui est un centre pour les ovnis, dans la banlieue de Chicago. Il y a un enquêteur du centre qui va aller se rendre sur place pour venir examiner la voiture et faire différents tests pour possiblement rechercher des anomalies de magnétisme ou de radioactivité. Une fois qu'il a fait tout ça, il va conclure que, quoi que cela ait pu être, l'objet en question dans lequel il est entré en collision, ce n'était pas radioactif. Et lorsque Gillian Rice l'interviewera plus tard, il dira tout simplement que cette histoire et cette collision est un mystère. Et il dira même, ou comme l'enquêteur d'OVNI de l'Illinois l'a dit, il semble qu'il ait vécu une rencontre du second type. Alors oui, ça c'est une chose, c'est selon, je vais essayer de faire simple et je ne sais pas les types par cœur, mais en fait selon la connexion que vous avez des rencontres de premier type, second type, troisième type, c'est-à-dire soit vous le voyez, soit vous entrez en collision ou en rapport avec l'engin, ou possiblement vous rencontrez les ovnis eux-mêmes. Voilà, il y a différents degrés. Alors, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Peut-être que j'y reviendrai dans une prochaine vidéo pour vous expliquer un petit peu ces significations de premier, second, troisième type. En novembre 1979, un ingénieur de l'Honeywell Labs va à son tour venir pour lui aussi effectuer des tests sur le métal de la voiture de patrouille. Eux aussi, après leur examen, vont arriver à une conclusion qu'ils n'avaient aucune idée de ce qui s'était passé. Selon leur rapport, ils disent que les antennes de la voiture de patrouille semblaient pliées comme à la suite de souffles d'air à grande vitesse. Et ça a été déterminé aussi qu'une sorte de chose électrique, ou peut-être une force, et ça ce sont les termes utilisés dans le rapport qui a été fait donc par le Honeywell Labs, avait pu causer l'impact et les dommages qui résultaient de la fameuse collision avec cet objet inconnu. On va même avoir un avis du constructeur automobile de la voiture de patrouille, qui, je vous le rappelle, était une Ford LTD de 1977. Car lui aussi va décider d'envoyer ses propres ingénieurs pour examiner le véhicule. Sera envoyé pour l'étude du véhicule un certain Meridian French, qui est enquêteur sur les accidents concernant les véhicules Ford. Après avoir examiné la voiture, il dira lui-même « Je n'ai jamais rien vu de tel auparavant ». Et dans son rapport même, il va écrire qu'il semblait que des forces intérieures et extérieures, agissant presque simultanément, avaient percuté la voiture. Et en ce qui concerne les dégâts, pour lui c'était pareil, d'avant en arrière, se situer dans une ligne droite d'environ 1 pied de large. Le véhicule n'a pas été détruit depuis, puisque si vous voulez le voir, il est gardé et conservé dans une exposition à la Marshall County Historical Society, qui, selon le président de la société, Kent Broughton, est, je cite, définitivement l'attraction numéro 1. Selon lui, la voiture de patrouille attire les visiteurs qui sont assez curieux, et cela d'un peu partout. Il va déclarer à Roadside America: certaines personnes vont s'allonger sur le sol et regarder sous la voiture. Une fois, j'ai même vu un gars avec une lampe de poche à lumière noire passer
tout le dessus de la voiture au peigne fin. De toutes les personnes impliquées dans cette histoire, c'est Val Johnson, quelque part, qui semble le moins impressionné par ce qui lui est arrivé cette nuit-là. Comme il l'a dit dans des interviews, il préférerait de loin en finir avec cet incident pour pouvoir se concentrer sur l'avenir. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, comme il dit lui-même, et là je le cite, « J'ai levé les yeux vers le ciel et j'ai dit « Bon sang, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et puis, j'ai tout simplement continué ma vie. Comme si c'était tout à fait banal, si on peut dire cela. Il est vraiment calme et vraiment bien posé, ce Val Johnson, quand même. Comme ce cas a fait beaucoup parler de lui, vous vous doutez certainement que pendant pas mal de temps, beaucoup de médias vont essayer de l'avoir pour avoir une interview, en savoir un peu plus, etc. Il va en accepter certaines et quelque part, Val Johnson va souffler, si l'on peut dire, lorsque d'autres événements peut-être plus importants ou plus graves, je ne sais pas, puisque je ne sais pas ce qui s'est passé après ce fameux accident qui aurait pu être assez important, mais du moins c'était des choses qui ont pu, nous allons dire, mettre de côté et faire un petit peu oublier l'accident que Val Johnson a pu connaître. Il le dit lui-même d'ailleurs. D'autres histoires sont arrivées et m'ont poussé hors de la première page. Dieu merci. Cela n'a pas empêché, malgré le fait que la médiatisation ait diminué dû au fait d'autres choses qui, on va le dire clairement, c'est les médias, étaient plus intéressantes pour faire vendre. Eh bien, cela ne va pas empêcher des étrangers de vouloir essayer de parler à Val Johnson, d'aller sur les lieux pour essayer de comprendre. Il a même déclaré au Minneapolis Post en octobre « Généralement, quand il reçoit les journalistes, je le cite, nous nous asseyons dans la cour arrière avec de la limonade et nous discutons. Ils me disent ce qu'ils pensent qu'il m'est arrivé et je hoche la tête au moment approprié. Puis finalement, ils partent. » Je vous dis, il est vraiment pas prise de tête du tout, cet homme. Je sais pas comment il peut relativiser autant, en fait. Je dis pas qu'il faudrait qu'il en fasse des tonnes et des tonnes et crier sur tous les toits que oui, c'était forcément un ovni, mais je veux dire, t'as eu une collision, t'as été inconscient pendant 40 minutes, je sais pas, ça doit quand même rester quand même, je veux dire, comme toute personne, nous allons dire, ayant un accident même banal. Je sais pas si vous voyez très bien ce que j'essaie d'expliquer. Enfin, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est ça que je veux entendre. Pas forcément dans le sens j'ai été en collision avec un ovni, il faut que j'en parle tout le temps pendant toute ma vie. Non. C'est juste que j'ai eu un accident. J'ai perdu conscience 40 minutes. C'est quand même fou. Mais bon, c'est que mon avis, peut-être vous avez un avis différent, mais reprenons la vidéo. Justement, quelque part, pour répondre à cela, de son côté, Johnson dit qu'il a fait totalement la paix avec ce qui s'était passé. Il l'a même dit juste un an plus tard, en 1980, puisqu'il avait été invité dans une émission qui s'appelait « That's Incredible ». Et il avait eu cette phrase qui, pour quelqu'un qui venait juste quelques mois avant d'avoir ce fameux accident, enfin je sais pas si j'aurais eu ce genre de phrase, mais ça montre vraiment le côté posé, réfléchi de l'homme, puisqu'il dira dans cette émission « Après réflexion, nous sommes arrivés à la conclusion que peut-être notre Créateur a créé d'autres choses que nous ne pouvons pas facilement voir ou identifier facilement. Et c'est peut-être l'une de ces choses que j'ai pu rencontrer sur la route. » Il a tout à fait raison dans ce qu'il dit. Même si, comme vous le savez, quand il évoque le Créateur, moi je ne dirais pas le Créateur, mais sur le fait qu'il y a potentiellement des choses que nous ne voyons pas ou n'identifions pas facilement, c'est totalement ça lorsque l'on parle d'OVNI. Ce n'est pas forcément comme on veut bien le voir ou comme on aime bien justement le montrer au cinéma, etc., le côté extraterrestre de la chose. Non, c'est de se dire que potentiellement, il y a peut-être des choses, la galaxie est très grande. Qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y a pas des choses qui pourraient venir sans qu'on les voie? Des engins qu'on ne connaîtrait pas forcément.
On n'en sait rien au final. Juste pour ça, en fait, je l'aime bien, cet homme. Pour moi, même si cette phrase est irrationnelle pour certains, pour moi, en fait, il reste très rationnel au final dans son propos. Puisque pour moi, c'est justement être irrationnel de se dire non, il n'y a pas de choses qui soient entre guillemets extraterrestres. Puisque je vous rappelle qu'un extraterrestre n'est pas forcément humain. Extraterrestre veut dire en dehors de la Terre. Donc qu'est-ce qui nous dit que quelque part, pas forcément des humains, mais il y a peut-être, et je dis pas qu'ils viennent nous voir non plus, je précise, mais pour justifier cette réflexion, qu'est-ce qui nous dit que quelque part, sur une des planètes qui composent cette grande galaxie ou toute autre galaxie qui existe, puisque c'est immense là-haut, il n'y a pas des bactéries, il n'y a pas des plantes, il n'y a pas un animal microscopique. Ça serait une vie extraterrestre à proprement parler. Certes, c'est pas le petit gris, le petit homme vert comme vous aimez voir pour certains au cinéma ou autre, ou certains qui sont focalisés là-dessus en parlant d'extraterrestres, mais ce n'est ni plus ni moins que la définition de quelque chose d'extraterrestre, c'est-à-dire quelque chose qui vient d'en dehors de la Terre, tout simplement. Je vais arrêter mon speech parce que je pourrais en parler pendant des heures. Vous me connaissez, quand je suis partie à parler et à essayer d'expliquer les choses, des moments j'arrive plus à m'arrêter. Vaut mieux retourner au sujet qui nous intéresse, je crois. Alors, j'ai trouvé, et j'ai voulu mettre, parce que voilà, il faut bien dire ce qui est, c'est que il n'y a pas forcément que des gens qui pensent un petit peu comme Val Johnson, que bah ouais, peut-être que c'est quelque chose qu'on connaissait pas, et puis c'est tout simplement. Non, il y a des personnes qui pensent que bah non, c'était pas un ovni, donc pas quelque chose non identifiable. Notamment un certain Class, qui dit que toutes les analyses qui ont pu être faites apparemment, selon ses dires, au niveau de la scène, du véhicule, etc., il y aurait à son sens que 2 scénarios possibles. Le premier, ce soit que Val Johnson aurait été attaqué par des extraterrestres, et c'est là où j'ai envie de le taper, vous aurez compris tout de suite pourquoi, qui aurait endommagé l'un des phares de son véhicule avec un objet qui ressemblerait à un marteau, et qu'ils auraient aussi frappé le capot et le pare-brise. Ce seraient aussi ces mêmes êtres qui auraient plié délicatement 3 antennes, en faisant bien attention bien sûr à ne pas les briser. Vous sentez bien l'ironie dans ce qu'il dit quand même. Puis, toujours selon ses dires, ils auraient reculé la montre bracelet de Johnson de 14 minutes, ainsi que le cadran du tableau de bord, avant d'enlever les lunettes du policier pour diriger une intense source ultraviolette dans ses yeux. En prenant bien sûr cependant garde à ne pas viser autre chose que sa figure. Comme je vous le disais, je déteste la manière dont il dit la chose. Et la seconde possibilité, selon lui, où il met moins de tralala et moins d'ironie dans ce qu'il dit, c'est tout simplement pour lui une mise en scène. Déjà, le mec montre bien que il ne sait même pas de quoi il parle exactement, puisque même moi, n'étant pas une spécialiste des ovnis, et vous le savez, c'est pas mon sujet de prédilection, je suis encore capable de faire la différence entre un ovni, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne reconnaît pas, on ne sait pas ce que c'est, et un extraterrestre. Non, lui, c'est pas un ovni, lui, c'est des extraterrestres, des êtres. Il est parti clairement dans l'extrême de ce que nous montre le cinéma, etc. Donc tout dans l'ironie méchante du gars qui juste veut rabaisser et en final n'y connaît rien. Mais malheureusement, c'est souvent le cas, c'est ce qui arrive, et c'est énervant. Franchement, même pour quelqu'un comme moi qui ne suis pas à fond ovni, ça m'énerve de lire des choses aussi, est-ce que j'ose le mot, aussi débile. Comment on ne peut pas faire la différence entre un objet volant non identifié, t'as la définition dans le mot, et extraterrestre. Enfin voilà, moi je capte pas, je suis désolée, là je dis mon avis clairement, mais c'est le seul avis, entre guillemets, hors thèse de l'OVNI que j'ai pu trouver.
Donc c'est pour ça que je vous l'ai mis, pour vous montrer qu'il y avait d'autres spéculations faites dessus. Mais nous allons dire que c'est pas le meilleur exemple. Voilà. Et pour pas en rester là, parce que pour moi ça serait terminé sur une mauvaise note et légèrement énervé et en colère contre ce classe, je vous ai trouvé, comme vous pouvez voir en fond de cette vidéo, un petit article qui a été publié en français dans le quotidien Sud-Ouest le 4 septembre 1979 et qui parle de ce fameux accident de Marshall County. Donc soit vous mettez pause et vous essayez de lire, ou soit vous m'écoutez tout simplement. Parce que l'article dit ceci. Un shérif rencontre un ovni. Un policier américain a été assommé et sa voiture de patrouille endommagée par un mystérieux objet lumineux près de Warren, dans le nord-est de Minnesota. C'est ce qu'a révélé jeudi Alan Hendry, chercheur du Centre américain d'études des objets volants non identifiés. Le shérif adjoint Val Johnson, 35 ans, est apparemment resté inconscient pendant la demi-heure qui a suivi cette rencontre. Monsieur Hendry a souligné l'aspect étrange de cette affaire, l'une des rares dans laquelle l'apparition d'un ovni ait provoqué des dégâts matériels. Les dommages subis par le véhicule dans lequel se trouvait le policier sont également curieux, a poursuivi M. Hendry. Un phare a été brisé sans que l'entourage soit endommagé. Le pare-brise a été fracassé. Les 2 antennes radio qui se trouvaient sur le toit ont été tordues, sans que les insectes qui s'y étaient collés n'aient été enlevés par la torsion. Et une petite bosse a été découverte sur le capot. En outre, la montre de M. Johnson ainsi que sa pendule de bord se sont toutes les deux arrêtées pendant 14 minutes. Le shérif adjoint Johnson se repose actuellement à son domicile à Oslo, dans le Minnesota. Il dit « J'étais vraiment déprimé les 2 premiers jours après la rencontre. Je croyais que j'avais des problèmes mentaux. C'est dur pour moi d'admettre cela. J'ai l'habitude de travailler avec la logique sur des faits précis. » Donc voilà l'article qui à l'époque avait été publié, donc comme je le rappelle, dans le quotidien Sud-Ouest. Donc même chez nous, ils sont venus à en parler. Donc c'est que l'affaire quand même avait été assez importante. J'avoue que c'est une affaire bien étrange. Un cas, mais on peut dire clairement, un cas bizarre. C'est le cas de le dire. Comme je le dis, moi je suis plutôt de la thèse... pourquoi c'est pas quelque chose qu'on ne connaît pas ou qu'on ne sait pas qui aurait pu entrer en collision avec la voiture de police? Pourquoi c'est quelque chose aussi ahurissant à admettre? Je ne sais pas. En tout cas, vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé en me disant, vous, votre avis. Si vous avez des hypothèses, si vous pensez pouvoir expliquer ce qui s'est passé ce jour-là, eh bien, vous allez dans la section commentaires, vous prenez le temps et vous me dites ce que vous pensez du cas. Moi, vraiment, je trouve ça très très bizarre. C'est comme le fait de réussir à plier des antennes sans enlever les insectes qui étaient collés dessus. Si ça a été fait à la main, théoriquement, eh bien, les insectes, ils auraient dû se retrouver sur les mains de celui qui a plié les antennes. Donc, c'est quelque chose d'autre qui a plié les antennes. Donc, clairement, pas une voiture, pas un vélo, pas... Je sais pas. C'est pas très envisageable. Et... je vais arrêter de m'embrouiller et de vous embrouiller en même temps. Dites-moi tout simplement, vous, ce que vous pensez de ce cas. Et si vous avez aimé que j'évoque cette affaire de Marshall County, eh bien vous pouvez me mettre un petit pouce en l'air ou le petit like des familles qui fait toujours plaisir. Et si vous découvrez cette chaîne et que ce genre de vidéos sur le paranormal surnaturel vous plaît de façon générale, eh bien, c'est exactement ce que je fais sur la chaîne. Donc, je pense qu'il y aura forcément des sujets qui vous intéresseront. Donc, dans ce cas, je vous conseille fortement de faire une chose qui vous prendra quelques secondes et qui est totalement gratuite. C'est d'aller sous la vidéo et d'appuyer sur le bouton s'abonner. Ça ne vous coûte pas un copec, donc pas un centime, traduction. Ça vous prend quelques secondes et c'est comme si en fait vous regardiez les vidéos sans être abonné, sauf que moi, ça me montre que mon travail est apprécié par les gens au point qu'ils décident de s'abonner pour pouvoir continuer à voir d'autres vidéos qui seront publiées prochainement. Donc ça fait plaisir, on va pas se cacher non plus.
Et si vous êtes déjà abonné ou que vous venez de vous abonner, vous avez sûrement remarqué qu'il y a une petite cloche qui est apparue. Et bien celle-ci, c'est pour choisir de recevoir les notifications liées à la chaîne. Fatalement, moi ce que je vous conseillerais, c'est si vous voulez ne louper aucune vidéo qui sera publiée, ça sera de cliquer sur la cloche et de cocher recevoir toutes les notifications. Comme ça, dès qu'une vidéo est publiée sur ma chaîne, YouTube vous envoie une petite notif, vous cliquez dessus et hop, vous vous installez tranquillement et vous pouvez profiter de la vidéo qui vient de sortir. C'est aussi simple que ça et c'est tout aussi gratuit que le fait de s'abonner. Pour terminer, vous savez que vous pouvez aussi me payer un petit café ou me faire un petit don sur Ko-fi si vous préférez, ou bien partager cette vidéo ou même la chaîne, soit de manière orale en parlant autour de vous, ou bien de manière virtuelle avec internet, c'est-à-dire en utilisant tout ce qui est réseaux sociaux, Messenger, mail, blog, Reddit, si vous avez un site internet, etc. Enfin tout partout où cela est possible de mettre un lien et peut-être d'amener de nouvelles personnes qui ne connaîtraient pas encore cette chaîne vu qu'elle est petite. Fatalement je suis pas dans les recommandations, etc. Donc il est un peu plus difficile de me trouver à moins de taper un sujet spécifique et peut-être que j'aurais fait une vidéo dessus et donc vous m'aurez trouvé, mais ce n'est que des peut-être. Je vous remercie si vous effectuez ces actions, cela me va droit au cœur, vraiment. Et bien, je crois qu'il va être temps de mettre un point final sur ce gros chapitre concernant l'incident de Marshall County, de fermer le livre, de le ranger dans la bibliothèque, et puis fatalement de vous dire en tant que gardienne de la bibliothèque qu'il est temps pour moi de fermer les portes de celle-ci, et de vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour de prochaines vidéos. Passez un bon week-end. Bye!